Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble dans ce 10h midi pour commenter l'actualité avec Najwa. Elle a été docteur en droit public et vous êtes avocate. Vous avez publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Oui, bonjour. Virginie Leguet, journaliste éditorialiste politique à France Info TV. Bonjour. Bonjour. Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com. Vous êtes conseiller en communication, spécialiste communicant, comme on dit. Et Yves Damécourt, viticulteur, ancien élu local. Et vous êtes soutien de David Lisnard, oui, toujours. Je suis même porte-parole désormais, oui. Ouais, porte-voix, on appelle ça chez porte-voix, nous. Haut-parleur, quoi. Porte-voix du parti de David Lisnard. Je mets porte-voix, voilà, je trouve ça très joli. On dira à Juliette de le rajouter sur la feuille. Nantes, évidemment, on va parler de ce qui s'est passé hier, terrible drame. Bruno Retailleau évoque un ensauvagement de la société, fait divers, fait de société. Le suspect, en tout cas, est en psychiatrie, bêta-rame. Hier, la fille de François Bayrou a fait le tournée des chaînes de télévision et de certains réseaux, comme celui de Mediapart, où elle a lâché une petite bombe qui ne va pas aider son père. On va en reparler dans un instant. Déserts médicaux, faut-il une obligation d'installation pour les médecins généralistes? Bref, beaucoup de sujets avec vous. Commençons avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Commençons avec vous, Arnaud. C'est de l'étranger. Oui. Il en perd ses lunettes. C'est l'émotion. J'étais pas prêt, c'est jamais moi le premier dans les coups de cœur. Et ben voilà, c'est l'émotion. J'ai commencé à me relaxer en me disant ça y est, je vais pas. Cette petite chose fragile, tout d'un coup, oui, bien c'est sûr, moyen. une petite, vous avez vu cette petite chose. Va-t-on enfin vers une embellie pour la diplomatie française, après un départ piteux de nos bases historiques en Afrique, et donc de nos approvisionnements en uranium au Niger et notre base Mirage au Tchad? Il semble que la route de la soie devienne le chemin du retour de la diplomatie tricolore. C'est en tout cas ce que nous promet Sébastien Laye dans une longue tribune sur le site de Valeurs Actuelles paru ce matin. Alors qui est Sébastien Laye? Sébastien Laye, c'est un chroniqueur de Valeurs Actuelles qui est spécialiste en politique étrangère, ancien diplomate, me semble-t-il. Et ce retour vers la grande politique passe par un nom, le Kazakhstan, et particulièrement par une réunion qui aura lieu, un forum économique qui aura lieu le 28 mai prochain dans la capitale Astana, que la capitale donc du Kazakhstan. C'est Astana, faut pas se tromper, je sais que c'est compliqué sur la géographie, l'Ouzbékistan, l'Azerbaïdjan. Nous sommes très calés. Oui, mais les Français sont pas réputés pour être très très bons en géographie, donc je précise, il faut faire très attention. Il y a des faux amis, ça se rapproche. Le vent du vin en Ouzbékistan. C'est vrai. Au palais présidentiel. Eh ben parfait. Et pays enclavé entre, vous nous confirmerez tout ça, pays enclavé entre deux géants, la Chine et la Russie, le Kazakhstan multiplie les gestes vers l'Union européenne et particulièrement la France. Et ça nous arrange, notamment par l'achat remarqué d'avions militaires A400M, mais pas seulement, avec l'ouverture notamment d'une université spécialisée dans l'intelligence économique et dans l'intelligence artificielle et dans la cybersécurité, et qui a fait appel à des sociétés françaises pour former ces futurs cadres. Donc ça nous arrange bien. Alors que les USA, la Russie et la Chine redessinent des cercles de force, le Kazakhstan essaie de trouver une voie d'indépendance technologique et diplomatique. Pour la France, c'est un partenariat déterminant. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, nous n'avons plus nos approvisionnements au Niger pour l'uranium, et que le Kazakhstan est devenu notre fournisseur numéro 1 d'uranium. Et on sait que l'uranium, c'est important pour avoir de l'électricité abondante, pas chère, etc. Et que le contrat avec la Mongolie ne fonctionne toujours pas. Il sera mis en place seulement l'année prochaine. Si jamais il y a du retard, nous n'avions plus d'approvisionnement en uranium. Nous n'avons que 2 ans de stock. C'est très léger pour un grand pays comme la France. Donc nous avons besoin de ce partenariat avec le Kazakhstan. En plus, c'est un partenariat pour les métaux rares, ce qu'on appelle. L'Union européenne a fait une liste d'une trentaine de métaux rares. Et sur cette trentaine de métaux rares, le Kazakhstan en a 17. Donc c'est un partenariat extrêmement important. Et en plus, ça nous permet également d'observer ce qui se passe dans cette zone, qui va devenir une zone extrêmement importante. On sait que les Américains regardent vraiment vers la Chine. Et la Russie a un partenariat avec la Chine, mais s'en méfie aussi, puisqu'il y a des zones, notamment vers la Sibérie, où la frontière est assez lâche et on ne sait pas exactement à qui appartient tel territoire. Il y a aussi des ressources
minière et gazière très importante. Donc le Kazakhstan, nouveau partenaire, la route de la soie, nouvel objectif de la diplomatie française. En tout cas, c'est ce qu'on verra. On espère en tout cas que M. Barrot fera mieux que lors de sa visite à N'Djamena, où nous étions repartis avec une base en moins. Voilà. On continue avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Najwa, avec vous. Alors mon coup de cœur, on peut dire que c'est une avancée pour le droit des femmes et merci la Cour européenne des droits de l'homme. Alors la Cour européenne des droits de l'homme a condamné hier la France, et puis c'est assez inédit, hein, c'est pour ça que je mets en avant cette actualité. Donc a condamné hier la France pour n'avoir pas protégé 3 mineurs âgés entre 13 et 16 ans au moment des faits et qui dénonçaient des viols. Alors, la Cour européenne des droits de l'homme a constaté des défaillances dans le traitement judiciaire des violences sexuelles sur mineurs. Elle a donc donné raison à ces jeunes plaignantes qui ont mis en avant leur vulnérabilité liée notamment à leur âge et donc l'absence, et ça c'est très important, de consentement réel. Donc la Cour a pointé les manquements en matière d'évaluation de la réalité du consentement de ces jeunes filles tout au long de leurs procédures pénales respectives. Et il faut bien le dire, c'est la deuxième fois que la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France sur la non prise en considération du consentement à l'acte sexuel dans le cadre de procédures judiciaires. Et déjà, le 23 janvier dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a donné raison à une femme de 69 ans dont le divorce avait été prononcé pour faute au tort exclusif au motif du refus continu opposé par l'épouse à partir de 2024 à des relations intimes avec son mari, selon la Cour d'appel de Versailles. Donc la Cour européenne des droits de l'homme a estimé dans ce cadre qu'une femme qui refuse des rapports sexuels avec son mari ne doit pas être considérée comme fautive par la justice, car tout acte sexuel non consenti doit être considéré comme une violence sexuelle. Donc aujourd'hui, la loi française, et j'ai envie de vous dire tant mieux parce que ça évitera d'autres condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme, va faire évoluer la loi. Et donc actuellement, il y a une proposition de loi qui a été majoritairement adoptée cette semaine à l'Assemblée nationale et qui exige un consentement libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable aux actes sexuelle. Et j'ai envie de vous dire, c'est plutôt une bonne nouvelle et une avancée concernant le droit des femmes. On doit marquer une pause, mais ça veut dire quoi une condamnation de la France? Je veux dire, c'est une condamnation morale? C'est une condamnation à quoi? Non, il y a des dommages et intérêts également. Non, la France... Pour les jeunes filles. Tout pour les jeunes filles. Oui, c'est ça, mais je voulais savoir ce que veut dire la condamnation comme ça. Il y a un préjudice moral qui est indemnisé dans ce cadre-là. Et donc la France a été condamnée sur le fait qu'elle ne prend pas assez en considération le consentement, enfin elle ne vérifie pas en tous les cas s'il y a eu un consentement réel des présumées victimes. On se retrouve dans un instant après les infos avec vous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Mettons-nous d'accord. Commentons l'actualité ensemble avec Najwa El Haïté. Vous êtes avocate, docteur en droit public. Vous avez publié Laïcité et République chez L'Harmattan. Virginie Leguet, journaliste et éditorialiste politique à France Info TV. Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com. Vous êtes spécialiste en communication politique. Et Yves Damécourt, viticulteur, ancien élu local, et vous êtes porte-voix du parti de David Lisnard. Merci d'être tous là ce matin. On va revenir sur ce qui s'est passé à Nantes. Le suspect a été placé directement en psychiatrie. Bruno Retailleau évoque un ensauvagement et un fait de société. On va revenir sur Betaram, puisque l'affaire n'est pas terminée, avec la fille de François Bayrou qui confirme hier soir dans un entretien à Mediapart qu'il a bien rencontré un juge en 1998, alors que, je vous rappelle, François Bayrou avait dit « Je n'ai jamais eu connaissance de cette affaire, ni de près, ni de loin ». Et puis, les déserts médicaux, bref, beaucoup de sujets encore avec vous. Yves Damécourt, c'est un coup de gueule, vous? Oui, un petit coup de gueule. Allez, il a l'air content. Faites-nous plaisir. Il y a quelques jours, dans le Monde, il y a eu une tribune d'un expert écologiste de Terra Nova, qui s'appelle Frédéric Jobert et qui critique vertement la politique du gouvernement en termes de forêt et de biodiversité.
Jusque-là, tout va bien. Sauf que ce monsieur est haut fonctionnaire, directeur par intérim du secrétariat général à la planification écologique rattaché à Matignon. Et donc, si vous voulez, il y a un moment où dans ce pays, il va falloir remettre les choses à l'endroit. Ça fait un peu désordre. Et donc, que les hauts fonctionnaires administrent, que le gouvernement décide, que le peuple vote, choisisse ses gouvernements, et que derrière, l'administration décide, agisse et mette en place la politique du gouvernement. Et donc, on marche sur la tête, on fait tout à l'envers. Et je pense que on voit petit à petit, et ça vient confirmer une intuition des Français, que finalement, on élit des gouvernements, que les gouvernements passent, mais que la gouvernance est ailleurs, qu'elle est dans une administration, ce qu'on appelle l'État profond, et que finalement ils peuvent changer de gouvernement, de gouvernant, et que rien ne change. Et donc il va falloir, j'espère que le Premier ministre François Bayrou, qui a été alerté de cela par les syndicats de professionnels de la forêt, de la biodiversité, va rappeler à l'ordre ce haut fonctionnaire, et puis que ce monsieur va se mettre en réserve de la République. C'est comme ça que ça se passait autrefois. Les préfets, quand ils étaient pas dans le même camp, entre guillemets, que les gouvernements, étaient mis en réserve de la République. Il y a pour ça des placards qui sont souvent dorés, et ça se passe très bien. Et donc, il ne faudrait pas que les fonctionnaires deviennent militants, que les militants deviennent fonctionnaires, etc., et que les écologistes deviennent écologues, et se fassent passer pour des hauts fonctionnaires, alors qu'ils militent contre la politique des gouvernements qui se succèdent, sachant qu'aujourd'hui, la durée de vie d'un gouvernement, elle est plutôt courte, et que la durée de vie d'un ministre à l'intérieur d'un gouvernement déjà en sursis, elle est encore plus courte, et donc on a vraiment l'impression que notre pays marche sur la tête et que la démocratie s'efface. Ça fait un peu désordre, non ? Personne n'est jamais à la bonne place en ce moment. Non, c'est ça. C'est bien résumé. C'est exactement ça. C'est qu'en vérité, c'est ça. C'est un jeu de rôle où personne joue le bon rôle. Et le débat le géant est un nain, le nain, rien ne va. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec cette situation de gens qui sont, alors même qui sont dans des postes de décision sur le sujet, font un papier pour critiquer l'administration à laquelle ils appartiennent. C'est quand même dingo, quoi. Ouais, mais ça rappelle un petit peu ce qui s'était passé. Je cherche depuis tout à l'heure le nom de ce collectif de hauts fonctionnaires de gauche juste avant la prise de pouvoir par François Mitterrand. Les GRAC. Voyons, vous me demandez, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est pour ça que je me retournais vers vous. Les GRAC qui expliquaient ce qu'il fallait faire pour détricoter la haute administration. Super, on a beaucoup avancé. Giscardienne, qui étaient eux-mêmes en poste et qui se cachaient d'ailleurs. Ils se cachaient, on savait pas qui étaient les alors que, faut reconnaître, la haute administration, elle a plus de pouvoir que le politique. Parce qu'en réalité, c'est eux qui font le job. Ils sont mieux payés. Il vaut mieux être administrateur à l'Assemblée nationale que président de l'Assemblée nationale. Et les politiques passent. On dit de Bercy que c'est l'État dans l'État. Exactement. Le Trésor. Et c'est comme ça qu'on nomme au ministère de l'Agriculture des agrégés de lettres. C'est parfait, mais on perd beaucoup de temps et c'est quand même beaucoup plus efficace quand on nomme à l'agriculture des gens qui connaissent l'agriculture, quand on nomme au ministère de la Santé des gens qui connaissent la santé. Mais voilà, De Gaulle disait la politique ne se fait pas à la corbeille et surtout pas dans les bureaux, elle se fait dans la rue et dans les urnes. Je vais vous donner une expérience personnelle. Quand j'étais à l'armée, on avait décidé que le coiffeur était en cuisine et que le coiffeur, lui, était un carrossier dans le civil. Donc vous voyez, tout le monde était à sa place. C'était parfait, on était très bien coiffés. Je vous laisse imaginer que le carrossier avec la tondeuse, c'était très bien. Je vois que vous avez toujours une belle carrosserie. Virginie, avec vous, on va commencer à parler de ce qui s'est passé à Nantes hier. C'est votre coup de gueule. Oui, on a eu 3 interventions politiques hier, celle de Bruno Retailleau et d'Elisabeth Borne, qui étaient d'ailleurs ensemble, et puis celle de François Bayrou, quelque temps après. Et je dois dire que la façon dont François Bayrou s'est exprimé, avec des termes extrêmement fermes, la sanctuarisation de l'école, il faut bannir le port d'armes blanches, ça ne peut être accepté, il faut être certain que le type d'armes blanches ne puisse pas pénétrer, elles doivent être interdites. Et là, je cite entre guillemets. Ce que François Bayrou ne dit pas, mais d'ailleurs, il est rarement sur ce registre-là, c'est quoi, comment, avec qui. Je rappelle qu'aujourd'hui, les portails qui sont parfois devant les établissements ne fonctionnent qu'avec des badges et ne détectent en rien les armes blanches. Et je rappelle autre chose, c'est que les portiques qui détectent les armes blanches sont par exemple les portiques que nous voyons dans les aéroports et que ça coûte à peu près 100 000 euros le portique. Donc moi je veux bien tout, je veux bien qu'on dise il y a qu'à demain tout va être réglé, mais il faut que les moyens suivent. Les chefs d'établissement disent d'ailleurs qu'ils n'ont absolument pas les moyens d'installer ce genre de matériel. Et puis
quand il a dit aussi, et là vraiment, là, je me suis dit, bon, bah là, on est vraiment dans les vœux pieux, dans les mots creux. Quand il a dit, oui, bien sûr, il faudra des fouilles. Là, je rappelle aussi que à l'heure actuelle, il n'y a pas de fouille possible, c'est absolument interdit, sauf en cas de consentement de l'élève, et que seul est possible un contrôle visuel, c'est-à-dire que vous ouvrez votre sac, on regarde et l'élève passe. Et que pour qu'il y ait des fouilles possibles, il faut changer les règlements, la loi, et là, j'attends de voir. Parce que beaucoup de gens à l'intérieur même du monde éducatif sont totalement contre les fouilles systématiques. Et j'en termine, des fouilles à ce point-là systématiques et complètes engendrerait des queues, des embouteillages devant les établissements qui pourraient être aussi source de grands désordres et de grands dangers. Et là, ceux qui sont en charge, ceux qui travaillent en fait, disent c'est très très compliqué à organiser, ou alors il faudrait que les élèves arrivent 3/4 d'heure avant, 1 heure avant, pour qu'on ait le temps de procéder à tout ça. Et puis je dirais une dernière chose et je m'arrêterai. Ce genre de fouille complète, les personnels éducatifs ne veulent pas le faire. Ils disent c'est pas notre job, on n'a pas à fouiller. Non, il faudrait embaucher, puis je crois que légalement c'est il faudrait embaucher des vigiles, et là non plus, ils n'ont pas les moyens de le faire, pas le budget. Le problème, c'est qu'on regarde toujours à côté, enfin en particulier, parce que vous parlez des mots creux de François Bayrou, je trouve que Bruno Retailleau, dans le même sens, quand il dit ensauvagement de la société, enfin on fait des généralités sur des cas particuliers, il dit cette tragédie c'est un fait de société, nous sommes dans une société qui a encouragé le laxisme, qui a voulu déconstruire l'autorité, l'ordre, les hiérarchies. Enfin, qu'est-ce qu'on sait du cas de ce gamin, de ce jeune on sait qu'il a été hospitalisé hier soir. Oui, mais visiblement, c'est plutôt la question de la psychiatrie, la santé mentale, de la santé mentale des jeunes qu'on devrait interroger ce matin, plutôt que la violence, en l'occurrence dans ce fait divers, cette tragédie-là, Yves Damécourt. L'adolescence, c'est une période très compliquée. Et donc, au lieu de faire des cours d'empathie aux élèves, on ferait mieux d'avoir des lanceurs d'alerte. Un élève, enfin cet élève-là, il était connu de ses camarades. Ils le disent après, mais il était connu de ses camarades qui savaient qu'il était dépressif, qu'il avait un souci. Le problème, c'est que les adolescents n'osent pas alerter. Bon, est-ce que la famille était au courant ? La famille, généralement, elle est la dernière au courant quand il y a des problèmes comme ça. Est-ce que l'infirmière scolaire était au courant ? Quand il y en a une. Quand il y en a une. Non, mais et donc, en fait, la problématique, c'est celle-là. C'est la problématique de l'adolescence. Et cet enfant, apparemment, il avait un souci avec... il avait des tendances nazillons. Donc, il était en relation avec des groupes extrémistes. Il avait aussi des relations avec des groupes écologistes, puisqu'il parle d'écocide et qui dit que son geste, c'était pour sauver la planète, etc. Donc, il y a quand même des gens qui auraient pu être alertés autour de ce cas particulier. Mais je suis d'accord avec vous. Parler du système, de la société, etc., pour parler d'un cas particulier, alors qu'on le connaît à peine déjà aujourd'hui, l'adolescence, c'est compliqué. Et donc, je pense qu'il faudrait que dans les établissements scolaires, on puisse informer les adolescents de la période qu'ils vivent, au lieu de vouloir leur donner le droit de vote à 16 ans. Il y a quand même une course à l'échalote, à la notoriété du ministre de l'Intérieur. On voit bien que il voit que sa ligne de vie ministérielle ne va pas être très longue, parce qu'il ne peut pas continuer à rester dans un gouvernement où il va commencer à être comptable de la politique du gouvernement, et surtout avec un bilan qui est hyper fin en vérité. C'est-à-dire qu'il essaye de nous faire croire qu'il fait un tas de trucs, mais le bilan de Bruno Retailleau comme ministre de l'Intérieur est assez maigre en fait. Et en plus, lui, il a un agenda politique et il ne peut pas rester collé à ce gouvernement Bayrou qui, en plus, de semaine en semaine, commence à lasser un petit peu les Français et commence à être extrêmement fragile à l'Assemblée nationale. Donc on aura l'occasion, à mon avis, d'entendre encore Bruno Retailleau, mais en tant que communicant, si je peux lui donner un conseil, il vaut mieux qu'il la moule un peu en ce moment, qu'il fasse autre chose et qu'il aille peut-être... C'est joli comme expression. Et qu'il aille peut-être réfléchir à des hautes questions sur la sécurité ou sur la société, au lieu de faire des déclarations à l'emporte-pièce de ce type-là, qui sont en plus... qui aucune valeur, c'est complètement démonétisé, ça a été dit 50 fois, c'est des mots valises, c'est
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord, nous revenons sur le drame qui s'est déroulé à Nantes où un élève a tué une de ses camarades et en a blessé 3 autres très grièvement. Ce jeune garçon a été interné, son état était incompatible avec la garde à vue. On revenait sur les déclarations des politiques où on réagit tout de suite dans l'immédiateté. Et je pense aussi à nos confrères ce matin, je voyais sur les écrans de télé, pourra-t-il être jugé? Mais bon sang, on n'en est pas là, quoi. Et la question de cette société à reconstruire qu'évoque Bruno Retailleau, c'est peut-être pas la question qu'il faut se poser tout de suite avec ce qui s'est passé. C'est vrai que les faits sont graves et on peut avoir qu'une pensée pour les familles qui ont perdu leur enfant, hein. D'ailleurs, on parle, vous le disiez Valérie, d'une victime. Alors, moi, cette triste actualité, elle rappelle quand même 2 phénomènes quand même qui sont inquiétants. Le premier, c'est le port et l'usage quand même d'armes blanches par les élèves. Moi, je me souviens d'une actualité aussi récente dans le 15e arrondissement où vous avez un lycéen qui a utilisé un sabre pour dans la rue, oui, pour agresser une jeune. Parce qu'il y a eu deux récemment. Il y avait des gamins qui sortaient d'un match de foot, d'un entraînement de foot et dont un a été tué à coups de hachette. Et l'autre affaire, c'est dans le 15e arrondissement, au sein du lycée, un jeune qui sort un sabre et qui agresse une de ses camarades. Donc ça, c'est quand même un phénomène extrêmement inquiétant. D'ailleurs, même la mairie de Paris, au regard de la hausse du port et de l'usage de ces armes au sein des établissements scolaires ou aux alentours de ces établissements, a lancé une campagne depuis janvier 2025 de sensibilisation concernant, après il faut voir l'utilité, mais de sensibilisation au regard de la hausse de sa distance. Vous, les affichettes et les campagnes et les machins, je veux dire, quand vous avez des gens qui sont capables de tuer mais c'est vrai que c'est symptomatique, et là j'en viendrai à la santé mentale. C'est symptomatique d'une violence qui monte chez les jeunes, ça il faut bien le dire. Après, on peut pas négliger, et on parle de ce jeune homme, de ce jeune lycéen qui n'a même pas pu aller poursuivre la garde à vue puisque son état psychiatrique ne lui permettait pas. On peut se poser aussi la question de la santé mentale des jeunes. Et la Cour des comptes, et là le chiffre est intéressant, j'avais noté, et c'est quand même assez effrayant, la Cour des comptes dans son rapport a dit qu'entre 2016 et 2021, et notamment dans le cadre et suite surtout à la pandémie et au confinement, le nombre de passages aux urgences pour troubles psychiques a augmenté de 65% chez les mineurs. Ce chiffre fait froid dans le dos. Et donc là, il va falloir aussi s'atteler à cette question de la santé mentale de nos jeunes. Moi, je me souviens d'un Premier ministre qui a dit que ça devrait être une première cause nationale. Mais on en est où? Puisque vraiment, ce volet de la médecine manque cruellement de moyens. Moi, je le vois notamment dans mes affaires, où je vois qu'il y a des jeunes que j'accompagne dans le cadre d'agressions violentes, où ils sont soit victimes ou auteurs. Et surtout les auteurs, là je vais plus parler des auteurs, il y a un vrai problème psychiatrique. Et je peux vous dire qu'en prison, ils sont loin d'être suivis, puisque là aussi c'est le parent pauvre. Je crois qu'il y a 40% des prisonniers qui souffrent de troubles psychiatriques. J'ai vu cette information ce matin. Deux choses, si vous me permettez, Valérie. La première, c'est que le phénomène des armes blanches, un phénomène qu'on connaît bien, parce qu'on a l'exemple anglais pendant des années, où les armes blanches étaient énormément utilisées, notamment chez les jeunes. Les armes blanches, en particulier aux États-Unis, on a un autre problème qui sont les armes à feu, mais on a en Angleterre, qui a une sociologie assez proche, pays européen, avec des bandes, et notamment des règlements de compte à coups de couteau, qui étaient très réguliers. L'Angleterre a pris le problème, et du point de vue judiciaire. L'utilisation d'une arme blanche
est dorénavant tapé très très fort par la justice. Et je pense même que le port d'une arme blanche, ne serait-ce que le port d'une arme blanche en Angleterre est un fait aggravant et puni très sévèrement en Grande-Bretagne. Donc il y a peut-être une piste à aller voir là-dessus. Il n'y a pas de honte à aller quelquefois faire aller voir comment ça se passe en marketing, on appelle ça faire du benchmark, exactement, et d'aller voir ce qui se passe dans d'autres pays. La deuxième chose, il y a eu sur une plateforme qui s'appelle Thinkerview, il y a une interview d'un spécialiste des bandes du trafic de drogue, qui s'appelle Pujol, je crois, et qui raconte à Marseille ce qui se passe. Et il explique notamment sur les histoires psychiatriques, sur les problèmes de comportement des jeunes, que souvent dans les cités, vous savez, ils font les andouilles en vélo, ils font les andouilles en moto, et ils chutent, ils tombent par terre. Et que c'est pas suivi, et que derrière ils fument des pétards, et puis ils ont d'autres accidents, et puis ils se bagarrent, et ils commencent à avoir des troubles psychiques hyper graves. Et il se trouve que chez des jeunes, beaucoup de ces jeunes qui sont hyper agressifs, etc., il y a souvent une absence totale de détection suite à des accidents, suite à des coups quand ils étaient jeunes, suite à des chutes qui n'ont pas été traitées, ils n'ont pas été emmenés, etc. Et derrière, la consommation de cannabis qui est un effet aggravant. Mais on parle là, c'est visiblement un lycée privé. Pour lui, c'est autre chose. Et la responsabilité des parents dont on parlait hors antenne, où les parents ne sont pas forcément attentif, enfin c'est pas attentif, mais forcément au courant de ce qui se passe. Bien que ce gamin visiblement, enfin je dis gamin, ce jeune, avait rapporté des ouvrages de Hitler, enfin Mein Kampf. Il a écrit un document, on a son document. Il a envoyé un document, mais 13 pages. Ce matin sur une radio concurrente, ils ont eu un enseignant qui disait: mon fils était dans la classe de l'assaillant, il a ramené Mein Kampf au lycée et on a retrouvé des étoiles de David avec le chiffre 21 dans les toilettes, comme dans son manifeste. Donc, visiblement, il était perturbé. Donc, il a mis un symbole sur le texte qui a été immédiatement mis en ligne hier soir. Un PDF d'une dizaine 13 pages. Déjà avec l'utilisation de symboles assez curieux, du Y inversé. Alors, ça serait une référence aux gènes, aux anticorps. Et donc non, mais visiblement il était très perturbé. Il était quand même très perturbé. Il y a une espèce de tout un discours. Et en même temps, ses camarades de classe disent non. Il y en a certains qui disent non, il était normal, il rigolait, on rigolait avec lui, donc. Ouais, il y a un problème de... Virginie, d'abord. Je voulais juste dire deux choses, je vais aller très vite. Sur les armes blanches, j'ai entendu Elisabeth Borne, je pense qu'en France, on est très très loin de quelque chose de réel. J'ai entendu Elisabeth Borne dire il n'y a pas longtemps, oui, alors quand un élève sera confondu avec des armes blanches dans son sac ou dans son cartable, il faudra qu'il soit convoqué devant le conseil de discipline. Et je me suis dit, donc ce n'est pas déjà fait en fait. Donc je pense qu'on est très très loin de la confrontation à la réalité. L'autre remarque que je voulais faire, c'était une remarque concernant Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, il n'est pas du tout dans une analyse factuelle. Il est dans un projet de société, absolument, un projet politique, mais il l'assume parfaitement. Mais qui est déconnecté complètement du cas précis, visiblement. Oui, mais je pense que ce n'est pas son sujet. Son sujet, c'est d'être connecté à son électorat. Bien sûr. Et je rappelle qu'il se présente dans 15 jours à la présidence de LR et que c'est le grand favori. Et que s'il est élu à la présidence de LR, il aura réussi une percée politique. Il n'a jamais eu de poste ministériel avant le poste qu'il occupe aujourd'hui. Il était strictement inconnu du grand public. Et aujourd'hui, non seulement il est identifié par son électorat, il est identifié par un électorat un peu plus large. Et dans la perspective de 2027, je ne sais pas s'il se présentera, je ne sais pas même s'il sera en mesure de se présenter. Il est largement préféré à Laurent Wauquiez, qui pourtant s'y prépare depuis fort longtemps. Donc il y a quelque chose chez Bruno Retailleau qui est absolument insensible, j'allais dire, aux faits même, mais qui correspond strictement à son programme, projet politique personnel qui, c'est vrai, connaît un développement assez sensible depuis quelques mois. Je suis d'accord avec Virginie, mais enfin, juste une petite chose, c'est que LR aujourd'hui, c'est pas LR il y a 10 ans. La percée de Bruno Retailleau, il est obligé de mettre le maximum sur ces questions de société pour essayer en effet de remobiliser un électorat. Le problème de LR, c'est que c'est un électorat résiduel. La sociologie de l'électorat LR, elle n'est pas en faveur de Bruno Retailleau. C'est des extrêmement vieux. C'est l'électorat qui était classe moyenne. Enfin, c'est des gens qui sont très sensibles aux questions de sécurité, aux questions d'ordre.
nombreux en fait. Ouais. Ils commencent à être très 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 peu nombreux en fait, les électeurs LR. Mais je ne sais pas si les gens sont dupes quand on commence à rentrer dans l'histoire de ce garçon, sont dupes des arguments de Bruno Retailleau sur l'effondrement de la société, même s'il a certainement raison par certains aspects. Mais de lier ce drame au manque d'autorité ou au laxisme, c'est presque choquant. Oui, je pense que... Il faut pas y a parler un certain nombre de personnes qui devraient attendre un petit peu avant de s'exprimer, de connaître mieux les faits, de regarder. Voilà. Ce problème, c'est vraiment un problème crucial, comme le disait Najwa tout à l'heure, c'est le problème de l'adolescence. Le sujet, c'est pas un problème, c'est un sujet, puisqu'en fait, c'est une période compliquée pour nos jeunes, et donc il faut mettre en place les bonnes structures, les bons éléments pour accompagner les jeunes pendant cette période, et puis avoir des lanceurs d'alerte qui peuvent alerter, encore une fois, pour avoir connu des familles qui étaient dans ces problématiques-là. Elles ne sont pas forcément au fait et au courant de la façon dont leurs adolescents de la souffrance souffrent. de certains ados. Et donc, il faut équiper nos établissements plutôt que de portiques d'infirmières qui peuvent, après ça, avoir des relations avec le médecin de famille, le médecin référent, qu'on dit aujourd'hui, et que derrière, on puisse suivre ces adolescents quand ils sont en dépression, puisque... Voilà. Il y a un témoignage de quelqu'un qui dit: je travaille en foyer de protection de l'enfance. Comme il n'y a plus de place dans les pavillons spécialisés pour les adolescents atteints de pathologie mentale, on les retrouve chez nous, prenant des traitements souvent inadéquats. On a des mini-schizophrènes, psychopathes en liberté, qui plus est consomment des stupéfiants très 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 tôt. Donc malheureusement, rien ne m'étonne avec ce drame. Et moi, je me souviens qu'il y a une vingtaine d'années, un médecin du SAMU me racontait qu'il ramassait des gens complètement désorientés, enfin vraiment malades psychiatriques, les emmenait aux urgences psychiatriques, les emmenait dans des asiles, et qu'on leur disait on n'a pas de place, remettez-les dans la rue. Et nous avons eu un cas très récemment à Sauveterre de Guyenne d'une jeune femme de 30 ans avec 2 enfants qui, au mois de juillet 2023, est sortie de chez elle avec une grosse clé à molette et un casque, est allée casser les pare-brises et les phares des voitures à la supérette voisine. Et donc, le maire a demandé une hospitalisation d'office qui lui a été refusée faute de place dans l'établissement voisin, qui est à 20 km. Et donc, elle a été relâchée 3 jours plus tard. Et au mois d'août, elle est retournée dans la supérette voisine et elle a mis le feu. Voilà. Voilà. Mais c'est ça la question aujourd'hui, c'est la psychiatrie, c'est avoir un rendez-vous chez un psychiatre aujourd'hui, c'est quasiment mission impossible. Mais il n'y en a pas assez. Et le décalage, encore une fois, entre la parole politique et les gens, ça se fait pas d'aller voir le psy. Vous allez expliquer dans des territoires urbains ou périurbains d'aller voir le psy. On se retrouve dans un instant après la pub. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Parlons de l'affaire Betaram, donc avec ce livre qui est sorti hier, livre de témoignages de victimes de cette institution, des prêtres, des surveillants qui y étaient. Moi, je n'ai pas lu le livre. Jean-Jacques Bourdin ce matin m'a dit que le livre était terrifiant. Je trouve. Alors, il y a plusieurs sujets. Je trouve un petit peu dommage que ce soit la fille de François Bayrou qui soit sur tous les plateaux à témoigner. Et visiblement, il y a un problème avec son témoignage puisque Betaram a hier nié le fait que l'institution organisait des colonies de vacances. Donc, c'est déjà un peu problématique. C'est-à-dire qu'elle dit qu'elle a été violentée, agressée pendant une colonie de vacances organisée par Betaram. Or, il n'y a jamais eu de colonie de vacances à Betaram. Bon, ça, c'est un premier point. Deuxièmement, je trouve que son témoignage tue un peu la puissance du livre. Et hier soir, elle était invitée chez nos confrères de Mediapart. Et écoutez ce qu'elle disait. Je vous rappelle que François Bayrou a nié avoir été au courant de quoi que ce soit, ni de près ni de loin. Et écoutez ce qu'elle... À deux reprises. Écoutez ce qu'elle disait. Il ne s'en souvient pas, je pense, mais je suis là le soir où il rentre de chez le juge Mirande. On est là tout seuls, tous les deux. Et il me dit, ne le répète surtout pas, j'ai juré d'être dans le secret de l'instruction. Est-ce que tu crois possible ça? On est resté là, je lui ai dit, écoute. Et il m'a dit, il est en prison. Qu'il y reste.
Mais je pense que le suicide a été pour tout le monde une horreur. Et que Donc il vous a confirmé avoir parlé au juge Mirande? Avoir juré au juge Mirande de ne pas trahir le secret de l'instruction. Le fait que le juge Mirande avait parlé. Donc, il a bien vu le juge Mirande, contrairement à ce qu'il a dit. On le savait, il avait. Mais le juge Mirande l'a répété plusieurs fois. Il a dit devant la commission d'enquête en des termes extrêmement clairs. François Hollande dit non. François Bayrou. François Bayrou, pardon. Oui. Bah oui, de même que François Bayrou dit n'avoir jamais été alerté, d'autant qu'un juge d'instruction. Il aurait dû assumer. Je vois pas pourquoi le Premier ministre n'a pas assumé cette rencontre, parce que, comme vous le dites très justement, le juge a confirmé ce rendez-vous, et puis un juge d'instruction peut parfaitement entendre telle ou telle personne qui serait vraisemblablement au courant des faits. Il a dû être entendu, et puis aussi dans le cadre du secret de l'instruction, aussi, parce que voilà. Donc, bon, je comprends pas le fait qu'il ait nié cette vérité-là. Après, c'est vrai que la fille de François Bayrou, qui à longueur de journée sur tous les plateaux révèle des choses qui peut-être sont plus ou moins vraies, puisque là il y a des choses qui sont qu'elle a été agressée, mais visiblement ça ne faisait pas partie de... Non, en tous les cas il n'y avait pas de centre de loisirs organisé, donc du coup ça fragilise aussi l'ouvrage qui sort là actuellement et qui dénonce ces faits qui font froid dans le dos, parce que quand même il y a 200 procédures en cours, ce qui est énorme. Sûr, c'est énorme. 31 adultes dont certains sont décédés qui seraient mis en cause. Donc cette affaire est à la fois met en avant des faits extrêmement graves. D'ailleurs, les victimes se plaignent de la prescription, parce que 2 plaintes seraient non prescrites, donc heureusement, pour qu'il y ait au moins une procédure, mais ce qu'on y apprend, ça fait froid dans le dos, c'est réel. Le livre est franchement, je dis, Jean-Jacques Bourdin était... effondré, enfin très choqué par ce qu'il a pu lire dans les témoignages. Après, ça pose quand même la question. Ce matin, le président de la commission d'enquête sur les violences à Betaram, j'ai un trou de mémoire, a demandé à ce que François Bayrou démissionne. Mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même une petite... moi, je suis très mal à l'aise devant le témoignage de la fille de François Bayrou qui intervient. Elle dit 30 ans de silence. Non, elle a 53 ans. Donc, ça s'est passé quand elle avait 14 ans, ça fait 40 ans. Mais qui intervient 15 jours avant l'audition de François Bayrou. Ouais. Moi, franchement, ça me gêne, cette coïncidence. Je rappelle quand même que Monsieur Esquer, qui est celui qui a rassemblé tous ces témoignages, ça fait des mois et des mois qu'il dit il s'est passé des choses très... C'est pas 15 jours, c'est pas 3 mois, ça fait des mois. Et que là, elle pouvait se dire, ah tiens, je me souviens de quelque chose. Et puis, je veux bien qu'à 53 ans, on ait gardé le silence, enfin, qu'à 14 ans, on ait gardé le silence, je veux bien, je l'entends très bien. Oui, les enfants victimes gardent le silence. Mais à 53 ans, elle aurait eu le temps d'en parler à son père calmement, tranquillement. Et pardon, si ces gens-là en avaient parlé, elle, comme son père, ça aurait peut-être évité que le système perdure aussi longtemps. Ça, on peut pas le reprocher aux gens qui sont peut-être dans un déni ou dans des choses comme ça. Mais François Bayrou a été alerté. Bien sûr, il a rencontré le juge Mirande, il a eu un professeur de mathématiques, Madame Gulu, qui a témoigné devant la commission d'enquête, qui lui a dit, j'ai parlé à François Bayrou, je lui ai dit, il se passe des choses graves, et il m'a fait comme ça avec la main. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées. Sa femme était professeur là, ses fils étaient là-bas, et en plus il s'est mis dans une histoire pas possible. Encore une fois, attends, je termine. Et ce que je veux dire, c'est que François Bayrou a occupé des fonctions extrêmement importantes, locales. Ministre de l'Éducation aussi. Oui, président du conseil départemental, maire de Pau, député, et que il faisait partie donc des personnes qui étaient probablement le plus au fait d'être informées de ce qui se passait dans sa région. Et là, il dit, j'ai rien entendu, alors qu'il y a eu des articles dans la presse locale, des articles dans la presse nationale, qu'il y a eu des plaintes officielles qui ont été déposées dès 96. Moi, je trouve ça invraisemblable. Donc, ce témoignage qui arrive à point nommé, pense François Bayrou, moi, je trouve qu'il est fort malvenu. Mais moi, la question, pardon, que je réitère, c'est... alors, elle a témoigné dans un livre. Donc elle a d'abord témoigné à Paris Match, dans le numéro qui est sorti cette semaine. Le livre n'était pas sorti encore. Non, mais le livre, il y avait les bonnes feuilles dans Paris Match. Ce qui s'est passé... Non, il y a eu un interview. Non, Virginie. Ce qui s'est passé... Oui, mais laissez-moi vous expliquer. On est un petit peu au courant. Le livre sortait hier. Paris Match devait sortir hier. Il y a eu la mort du pape. Donc, le journal est sorti 24 heures avant, avec cette interview à l'intérieur, qui devait coïncider avec la sortie du livre. Mais il y a les bonnes feuilles, donc c'est cette interview. Moi, ce qui m'a frappé et choqué, quelque part, c'est qu'elle a prévenu son père la veille de ce qu'il y avait dans le livre. C'est-à-dire qu'elle l'a appelé mardi
mardi pour lui dire voilà, je vais témoigner, et que dans l'interview de Paris Match qui est totalement lunaire, elle dit mon père m'a appelé quand il y a eu cette information qui est sortie selon laquelle il y a un mois j'allais témoigner dans un livre. Il m'a demandé alors qu'est-ce que tu racontes, tu vas balancer, tu vas me dénoncer, et elle dit tu verras bien. Enfin, rien psychologiquement n'est cohérent dans cette histoire. Le problème, c'est cette phrase que j'aime beaucoup d'un célèbre président américain, je crois que c'est Abraham Lincoln. C'est Abraham Lincoln. Aucun homme n'a assez de mémoire pour réussir dans le mensonge. Le problème de François Bayrou, c'est que il y a plusieurs versions de François Bayrou. J'étais pas au courant, mais en même temps il a rencontré des gens. Ouais. J'étais pas au courant, mais il a été prévenu. Je n'étais pas au courant, mais ma femme travaillait dans l'établissement. Et plusieurs de mes enfants étaient scolarisés. Là c'est moi qui vais. Pardon. Si j'avais su, j'aurais retiré mes enfants. Or, il l'a fait. Il a retiré au moins un de ses fils de l'établissement. Il dit non, si j'avais été au courant, évidemment, j'aurais retiré mes enfants. Mais il l'a fait. Il a retiré ses enfants de l'établissement. Donc, François Bayrou est rentré dans une spirale du sauvetage de son image, de sa stature d'homme d'État, enfin pense-t-il d'homme d'État. Et il pense que le mensonge est une bonne arme. On se rappelle de quoi ? À l'Assemblée nationale, son premier réflexe, c'est de dire non. C'est de dire j'étais pas au courant, j'ai jamais entendu parler de cette histoire. Ni de près ni de loin. Mais parce qu'il est dans l'hémicycle et on sait ce qui se passe. Il sort de l'hémicycle, ses équipes de communication arrivent et le chopent et lui disent. Il n'a pas d'équipe de communication. Mais surtout pas. Bah si, parce que le lendemain il l'emmène, il se retrouve à la mairie de Pau où il reçoit les victimes. Et il part dans une séquence lunaire où il parle avec un micro, un tout petit micro pour répondre aux questions de tout le monde. Et il part dans une espèce de palabre sur 1 heure entre pathos, je découvre, tout le monde sait qu'il ment, puisqu'il ne découvre pas, etc. Je pense que ça va être les semaines qui vont venir vont être extrêmement dures pour François Bayrou. Et que déjà qu'il avait du mal à cranter politiquement, mais en plus s'il s'avère qu'il est menti sur une affaire aussi grave que ça va devenir extrêmement compliqué. Y compris pour le président de la République qui va être obligé de se trouver peut-être un plan B. Mais l'audition de François Bayrou le 14 mai va être très difficile pour lui, je pense. Mais pour tout l'exécutif, ça va être compliqué. Bien sûr. Parce que qu'est-ce que vous faites avec un Premier ministre qui, en vérité, ne fait plus que ça depuis quelques jours ? Parce que la réalité, c'est que il faut éteindre, il faut jouer les pompiers. Non, il va régler les déserts médicaux dans quelques heures. C'est ça, mais il fait ça 2 heures dans la journée, et le reste de la journée, il est avec ses équipes et éventuellement des avocats pour essayer de se sauver. On n'avait pas vu la sortie de sa fille, quand même. Je veux dire, la fille qui rajoute en disant mon père était au courant. Mais bien sûr. Et il me l'a raconté. Et il me racontait. Donc juste répondre à un auditeur qui me dit arrêtez votre propagande basée sur ce que j'ai lu ou entendu, c'est pas de la propagande. Je veux dire, c'est sa fille qui dit elle-même mon père a vu le juge. Et sur Betaram, c'est la congrégation de Betaram qui précise, qui a fait un communiqué en disant qu'elle n'a pas organisé de camp d'été et que le père Lartiguet, qui est cité, organisateur du camp, n'était pas un père de Betaram. Donc c'est pas des on-dit, ce sont des faits. Donc il y a un problème, il y a quand même un problème sur ce témoignage, il y a un problème. Sur le témoignage, comme ça a été très justement dit, le juge d'instruction lui-même, à 2 reprises, a dit oui, j'ai vu François Bayrou. À la demande de François Bayrou. Et en plus à la demande de François Bayrou. Qui lui disait je suis inquiet pour mon fils. À l'époque c'était son fils. Et la réponse, toujours dans l'interview de la fille de François Bayrou, à qui on dit mais vous n'avez pas voulu alerter pour protéger vos frères. Et elle dit non, moi j'étais insolente, eux ils ne risquaient rien. Hier on avait une jeune femme sur le plateau. Rien n'est cohérent. Moi il m'est arrivé quelque chose, j'ai voulu protéger mon frère, j'ai raconté et ça n'a été que mon obsession toute ma vie. Compliqué, non, Yves Damécourt, pour François Hollande. Pourquoi j'ai Hollande pour François Bayrou, pardon. C'est compliqué pour François Bayrou, mais ce qui me tarabusque quand on prend du recul par rapport à cette affaire, on se dit, mais si François Bayrou n'avait pas été nommé Premier ministre, est-ce que cette affaire aurait été... c'est une bonne question, ça. Oui, parce que j'ai l'impression quand même que... Oui, au départ, c'était une stratégie politique pour le dégommer. Oui, mais bon, voilà. Donc, il y a tellement d'affaires. On en parlait ici l'autre jour, je ne sais plus à propos de quelle affaire, où on se disait finalement, il y a beaucoup d'affaires qui sont dans les piles, qui attendent d'être traitées. Et tout le monde n'a pas la chance d'avoir un des témoins de l'affaire qui devient Premier ministre pour que finalement le dossier repasse sur la pile. Et on revient à ce problème de témoin qui dit ne pas avoir été témoin. De la justice qui, en fait, est complètement
débordé par tous ces dossiers qui n'avancent pas vraiment. Et voilà. Et moi, je suis triste pour toutes les autres affaires. Celle-là est terrible. Hein. Bien elle est sûr, scabreuse. bien elle sûr. est voilà. Rappelez-vous les disparus de Lyon, il aura fallu beaucoup de temps aussi pour quasiment 30 ans, et on a découvert qu'il y avait des affaires qui remontaient aux années 50, 60, pareil. Maintenant, il y a un service cold case nouveau là, qui fonctionne, qui avance. Et donc ce livre, Le silence de Bétaram, Alain Esquer, qui est celui qui a lancé l'alerte, qui a commencé à raconter ce qui lui était arrivé. Alors il devait venir ce matin chez Jean-Jacques Bourdin, et il a annulé hier soir à 22h sa venue parce qu'il était fatigué, surmené, et on peut comprendre qu'il y a une forme de burn-out au moment de la sortie du livre, mais encore une fois, le livre est, paraît-il, je vais le lire ce week-end, assez terrifiant. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Comment lutter contre les déserts médicaux? Le gouvernement dévoile en ce moment même son plan à l'occasion d'un déplacement de François Bayrou dans le Cantal. L'une des pistes, c'est d'envoyer pendant 2 jours des médecins dans les déserts médicaux. Alors j'avoue que ça nous a fait un petit peu rire, pour ne pas dire pleurer, parce que déserts médicaux, ça concerne aussi la région parisienne. Ça concerne... Enfin, il n'y a pas de médecins, il n'y a plus de médecins. Donc ça veut dire quoi? Puis il y a un petit côté rééducation. Oui, la c'est chinoise, allez au champ, allez, vous allez aller dans le allez au Cantal. champ, ça vous fera du bien. Vous allez mettre vos bottes, vous allez respirer le bon air, vous allez un peu aller voir cette France, cette France des oubliés. Quand j'ai été élu maire de Sauveterre en 2008, on avait 2 médecins, un qui partait à la retraite quelques mois plus tard et un qui consacrait la moitié de son temps à travailler pour les maisons de retraite alentour, donc qui était à mi-temps en fait. Et donc on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on sortait de cette problématique. Finalement, on a décidé de faire une maison de santé communale. On a pris rendez-vous avec l'ARS, mais il y avait tellement de normes, de règlements, etc., qu'on a dit on fera sans l'ARS. Parce que ce qu'on voulait, c'est que les médecins, puisque ce sont des médecins libéraux, ils ont fait le choix de la liberté. Bien sûr. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir s'installer quand ils veulent et repartir quand ils veulent. Par contre, ce qu'ils souhaitent aujourd'hui, c'est travailler à plusieurs, parce que le coup de je vais créer ma clientèle, etc., c'est fini. Les jeunes médecins, ils veulent pouvoir partager leur clientèle, partir en vacances, ils veulent des horaires qui sont plus les horaires des anciens médecins qui travaillaient de 7h jusqu'à 23h, etc. Et donc, on a créé cette maison de santé. Et aujourd'hui, on a 4 médecins généralistes, moyenne d'âge 35 ans. Donc, notre secteur n'est plus un désert médical. On n'a pas de subvention de l'ARS. Et on rejoint un orthoptiste, une gynéco, un podologue, etc. Et donc, on en est à la 3e extension. Et mais donc, comment vous faites pour les faire venir? Parce que c'est pour les faire venir et 2 pour les trouver. On les fait venir parce qu'on leur met aucune obligation. C'est-à-dire que c'est exactement le contraire de ce que fait le gouvernement. Mais avec des locaux, vous leur mettez à disposition des locaux. On met à disposition des locaux. Vous les logez aussi? Avec un loyer raisonnable qui est de 400 €. Ce qui est raisonnable, mais qui finance notre projet sur 20 ans. Alors que les maisons de santé pluridisciplinaires ARS qui sont voisines demandent des loyers de 1 200 €. On demande aux médecins d'être dans une société de médecins, alors qu'ils ne se connaissent pas, il n'y a pas d'affectio societatis ni d'intuitu personae. On leur demande de prendre des parts dans une société civile immobilière, etc. Et ils ont l'impression que le jour où ils voudront partir, ils ne pourront pas. Nous, ils posent leur valise, il y en a déjà un qui est reparti, il a été remplacé illico par un autre. Voilà. De la liberté, la souplesse, de la souplesse, de l'attractivité, exactement le contraire de ce que veut faire le gouvernement. D'ailleurs, notre modèle a été copié dans le Perche, il a été copié en Vendée. Les gens viennent nous voir et ils disent on voudrait voir votre maison de santé. Ça fonctionne. Voilà, 6 millions de Français sont sans médecin traitant, 8 millions de Français vivent dans un désert médical. Virginie, la proposition d'envoyer, c'est l'une des premières mesures, donc 2 jours par mois, donc ça va être quoi? Je ne voudrais pas achever d'accabler notre Premier ministre, qui est d'une inconséquence complète, parce que je l'avais entendu dire il y a quelque temps devant le CESE qu'il était favorable à une régulation. Puis à l'Assemblée nationale, il a dit qu'il n'était pas du tout favorable. Je rappelle quand même qu'il y a une proposition de loi du député Guillaume Garot qui a été adoptée et qui va dans ce sens, mais qui a été adoptée en commission des affaires
affaires sociales. Donc encore faut-il qu'elle soit examinée devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat, et qu'elle suive son chemin. Donc la régulation est un mot qui est utilisé depuis très longtemps. Je doute fortement qu'elle soit mise en pratique. Je rappelle qu'il y a des grèves annoncées de quasiment tout le personnel médical qui dit il n'en est pas question là pour les semaines qui viennent, et que face à ces grèves, je ne sais pas comment l'exécutif va résister. Et je rappelle que par contre, il y a des initiatives, et je rejoins tout à fait ce que vous venez de dire, il y a des initiatives locales qui sont prises, notamment une association, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, qui s'appelle Médecins Solidaires, qui dit, bon, tout le monde est bénévole, pas bénévole, est volontaire, mais nous on propose à chaque médecin de venir remplacer une semaine par an, donc localement, quelqu'un dans un désert médical. Il y a déjà 700 médecins qui se sont spontanément inscrits. Donc ça, oui, c'est plus efficace que de contraindre chacun à aller partir 2 jours par mois. Vous vous rendez compte de la complication même d'organisation, 2 jours par mois, ou quand, comment, dans quelle spécialité. Enfin, moi, je pense que rien de tout ça va tenir la route, et que François Bayrou, qui a l'air de vouloir régler l'affaire des déserts médicaux, va juste proposer une forme d'usine à gaz qui ne sera jamais mise en pratique. Je le crains. Après, on peut se poser la question, c'est parce que ça existe dans d'autres professions médicales. Les pharmaciens ne peuvent pas s'installer nulle part. Ils ne peuvent pas s'installer où ils veulent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un bassin de population qui corresponde alors à la possibilité de s'installer. Les pharmaciens, moi j'ai travaillé pour des groupements de pharmacie, c'est extrêmement compliqué. Ils pistent à chaque fois qu'il y a un pharmacien qui part à la retraite, ou il y a une officine qui ferme, ou une autre. Voilà. C'est très compliqué. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a eu un enjeu pendant très longtemps qui était les galeries commerciales autour des centres commerciaux en France périphérique, où il y avait des établissements qui étaient réservés pour ouvrir une pharmacie. C'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si si c'est normal qu'il y ait autant une telle concentration de médecins sur l'Ouest parisien, ou sur la Côte d'Azur, ou sur la Côte Basque, ou sur voilà. C'est vrai que ça peut poser un problème. Après, on peut faire. Il y a des choses qu'on peut faire. Vous avez le projet que vous avez parlé, c'est aussi un choix de vie. C'est-à-dire que c'est des médecins qui décident d'aller dans un coin tranquille, d'un choix de vie, etc. Je pense que si on offrait aussi la possibilité à des jeunes médecins justement de pouvoir se faire la main pendant quelques années, de se développer, de voir si ça leur plaît, etc., ça serait un petit peu plus intéressant que de leur dire bon bah voilà, tu vas faire ça et tu vas galérer comme les avocats, profession que vous connaissez bien, où on a plein d'avocats sur Paris et vivent avec 1500 € par mois. Voilà. Tout à fait, c'est très juste. Mais bon, il n'y a pas de régulation concernant notre profession. Ça, les médecins généralistes, ils sont opposés, ils vont faire grève d'ailleurs contre ce... Non, mais là où je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est que déjà, il y a des professions libérales qui font l'objet d'une régulation. Vous avez les infirmiers, vous avez les kinésithérapeutes, vous avez les sages-femmes, vous avez les pharmaciens. Et puis, je pense que la France s'est inspirée aussi de l'Allemagne, puisque la régulation s'impose aussi aux médecins. En Allemagne. Après, dire c'est le bon choix ou pas, vous avez raison. À la base, c'est que le médecin, c'est une profession libérale. Donc je sais que les avocats, on leur imposerait en vous disant il y a trop d'avocats en Ile-de-France, vous devez aller je ne sais où, dans le Cantal ou ailleurs. Je pense qu'on manifesterait de la même façon. Mais la question, elle se pose. Alors est-ce qu'il existe d'autres solutions? Alors moi je le vois, parce que je vis moi dans un village où il y a un désert médical, et vous avez le pharmacien qui a un box médical. Absolument. Et c'est de la téléconsultation. Vous avez le thermomètre qui est à votre disposition. C'est sûr qu'il faut avoir un rhume plus qu'une grave maladie. Mais déjà, ça permet d'avoir une première consultation. Donc des solutions intermédiaires existent. Me dit obligation de passage par un désert médical à la fin des études, ça peut être aussi une des... Mais il y a déjà des choses qui existent aujourd'hui. Allez, c'est fini. Dans un instant, Alexis Poulain sera avec vous. Très bon week-end à lundi sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.